deux concepts. L'Indiokubi, c'est l'idée de il faudrait que nous allions tous dans le même sens. C'est trois oiseaux qui volent dans le même sens. Là-haut, là. Là-haut. On a la vision, on a le leadership, on a le culte du travail. Trois éléments essentiels pour vraiment booster un certain élément. Ou alors, on est profondément religieux et on condamne tout ce qui est extrémisme. Il faudrait que les gens s'acceptent, que les différences soient acceptées, que les gens acceptent de se pardonner et de partager. On peut dire la chose comme trois religions monothéistes ou trois formes de vie. Une religion monothéiste, des athées et d'autres qui ne croient pas à une religion monothéiste et qui ne sont pas profondément athées parce qu'ils ont d'autres formes de spiritualité. J'ajoute que dans cette rubrique-là, pour ce qui nous concerne, nous les germanistes, nous avons un grand auteur du XVIIIe siècle, de la Aufklärung, qui s'appelle Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, qui a écrit une œuvre magistrale qui s'appelle Nathan le Sage. Nathan le Sage, c'est l'histoire d'un homme qui meurt et qui laisse à ses fils trois bagues. Les trois religions. Les trois religions. En disant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il dit à ses fils, il n'y a aucune des bagues qui vaut plus que l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on doit ignorer les musulmans, ou qu'on est musulman, on doit ignorer. Et là, quand il le dit, il ne fait que nous prendre le Coran. Puisqu'on dit que le prophète Mohammed est venu en dernier prophète, en reconnaissant les prophètes qui l'ont précédé. Donc cette allégorie-là, cette métaphore que le peintre Abdoulaye Diallo a matérialisée là, montre bien que les trois oiseaux sont des divinités qui doivent emporter le reste vers eux. Et qu'est-ce qui emporte le reste? Si ce n'est pas la création. Et qu'est-ce que c'est que la création si ce n'est pas la femme? Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des femmes qui nous ont enfantés. Donc c'est les femmes qui portent sur le dos leur bébé et qui symbolisent non seulement l'aménité, c'est-à-dire la gentillesse, l'élégance, la douceur, parce que tous ces regards-là qui se tournent vers le haut sont des regards qui ne sont pas chargés de terreur. C'est plus des regards qui sont engageants. Et les bébés regardent dans le même sens. Donc l'humain, qui est porté sur le dos de ces femmes, après avoir eu une gestation dans le ventre des femmes, ne peut faire autre chose que ce que sa mère lui enseigne, c'est de regarder vers le haut, si je peux me permettre. Mais tout à fait. Et c'est dans la même situation, en fait, l'embryon. Voilà. Tout à fait, la dame qui est en état. Voilà. C'est peut-être qu'il n'est pas encore là, mais à qui nous devons des respects et penser. Le reste, en réalité, c'est un développé du monde. C'est parler de toutes ces morales différentes que les uns et les autres doivent accepter si nous voulons arriver à un monde de paix et de partage. Donc c'est en ramasse. Là, on a le même concept. On parle d'émergence. Mais en montrant deux modes de vie, à la fois condamnés à la précarité et au revenu faible, vulnérables, on disait à l'époque. L'autre monde, riche et qui s'enrichissait au fur et à mesure que les frontières s'effaçaient. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de commun, nous sommes tous vulnérables. Nous sommes vulnérables face au terrorisme, vulnérables face à l'extrémisme sur quelque forme qui se développe, mais nous sommes vulnérables aussi face aux problèmes environnementaux. Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis se passe en Chine, se passe chez nous, quelque forme que ce soit. Donc c'est le monde entier qui vit dans une zone de turbulence qui ne dit pas son nom. Donc, il faudrait continuer à penser bénéficier d'un confort sain de ceux qui sont de l'autre côté, mais ne perdez jamais de vue que ceux qui sont là-bas cherchent la qualité de vie que vous avez. Donc ça, c'est aussi en ramasser ce que j'ai vu là. Et je me dis, ce qui s'est passé à Tombouctou m'a fait mal. On avait un patrimoine culturel à Tombouctou phénoménal. 80% de ce patrimoine-là, aujourd'hui, on ne sait pas. Les extrémistes, ils ont tout détruit. Comme il se trouve que dans un des livres, dans plusieurs ouvrages, j'avais plein de choses de Tombouctou. Et il y a naturellement des choses que je tenais aussi d'autres personnes, grands-pères ou oncles, qui eux avaient certaines pratiques. Je me suis dit, bon tiens, je vais traiter une œuvre sur les trésors cachés de Tombouctou.
Là, j'ai encore un mois de travail sur cette œuvre, ça fait 3 semaines que je suis là-dessus. J'ai encore au moins un mois de boulot. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. Mais naturellement, si on voit tout le temps le scientifique, là, je viens avec l'esprit tunnel. J'ai blanchi, c'était pour avoir des objets que j'avais laissés de certaines couleurs. Ce matin, j'ai blanchi pour avoir quelques nuances. Je vais laisser passer 2-3 jours pour sortir réellement les escaliers et sortir la profondeur. Mais tu as vu la perspective de la profondeur qui est aussi pyramidale. Tout à fait. Là, donc, on va faire un certain nombre de choses. Ce que je ne vous ai pas dit, avant de venir, en venant à la peinture, il est ingénieur de télécommunications. Donc c'est un scientifique pur et dur. Tout à l'heure, il vous parlait de géométrie, tout ça. C'est ça. Quand vous verrez la toile de Mandela et ces chiffres, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà une œuvre en gestation, nous on dirait work in progress. C'est-à-dire qu'il se laisse inspirer, il a ses idées et il les matérialise dans la toile. Moi j'ai eu le bonheur d'avoir reçu ça. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Les gens ne pensent jamais à des occasions comme celle-là, le Ramadan qui arrive. Comment peut-on être soi-même en communion avec Dieu? Cette communion passe forcément par la préservation des acquis, comme beaucoup en fait partie. Il n'y a que les idiots pour aller détruire des manuscrits qui datent de je ne sais pas combien de siècles au nom de la religion. Donc je suis parti de là, j'ai traité donc d'une part que vous verrez dans la pièce du haut, sur le panafricanisme, avec 54 belles filles, toutes souriantes, toutes très jolies, mais qui portent toutes un message de paix aussi. Je ne pouvais pas prendre, j'ai cité en premier cours de géographie politique, en bas de cette œuvre là-bas. Il y a 4 personnes connectées à une corde. On nous enseignait en fait l'Afrique à travers ces 4 cordes. Celle de Dakar, celle d'Alexandrie, celle du Cap et celle de... Partout on avait un grand panafricaniste. Mais parler du Cap sans parler de Nelson Mandela, et intellectuellement, je ne pouvais pas dire que c'était le premier panafricaniste. C'était plutôt le père de Thabo Mbeki, c'était pas lui. Mais ne pas le citer me gênait. Donc je me suis dit que je vais rendre hommage par le chiffre au plus grand démocrate, Mandela. Par le chiffre. Mais là, c'est ma passion pour la numérologie. Je suis parti en fait de son nombre de prisonniers. 466e prisonnier de l'an 1964. Ça fait 466. 466. Voilà. De l'an 1964. Voilà. Ça c'est le cas, voilà. Ça c'est donc son numéro de prisonnier. Et ce numéro est fascinant parce que selon les lectures, selon la position de l'individu, s'il reste tout simplement 6, encadré par la matérialité. 666, le nombre du diable, encadré par la matérialité. On peut interpréter la vie de Mandela par rapport à ça. Mais s'il sait, cet attribut de Dieu là, on l'attribue à l'artiste plasticien, c'est parce qu'on attend de lui qu'il offre des exclusifs. On attend de lui qu'il offre des œuvres qui ont leur ADN. C'est cet ADN-là qui permettra la traçabilité de l'œuvre. Mais c'est cet ADN-là qui permet la traçabilité aussi de l'homme. Vous disparaissez pendant des siècles et des siècles, il suffit d'un bout dedans, un petit test, on dira que c'est l'ADN de monsieur Mandela. Ça, c'est la science qui va déjà détecter. Donc le gars est un élément extrêmement important, surtout maintenant pour nos croyants. Mais bref, pour passer très rapidement, on sort donc de la vie du neuf, la fin du chiffre. Pour Mandela, il fallait qu'il consomme tout le chiffre et son but de puiser les l'homme, sa durée de vie en prison de l'homme, pour commencer une nouvelle vie à passer chez eux. Là, il fallait faire appel à la durée de l'apartheid. Il n'y a pas de hasard. L'apartheid a duré 43 ans. Et comme par extraordinaire, si vous ajoutez à 1993, vous arrivez à 1993, il est prix Nobel récréé. Mais si vous l'ajoutez à 1994, c'est le premier Parlement international et il est chef d'État. Un mandat. Je dis, ce n'est pas l'histoire dans sa globalité de Mandela. Mais quand on parle à plus jeune, ça peut aider. C'est 4 noms, et avec 4 noms, on peut dire énormément de choses, Mandela. Vous voyez à quoi ça peut mener l'art. Et là, ce n'est qu'une infime partie. Parce qu'il n'a pas le temps, malheureusement. Il y aurait tellement... Moi, je dis que c'est un artiste au vrai sens du terme. Les étudiants de L1, vous m'entendez souvent parler de Prométhée. Le Prométhée de Goethe, c'est quoi?
c'est le créateur, c'est l'artiste. C'est celui qui déplace les montagnes, c'est lui qui crée. Lui, c'est un créateur. Mais sa création est chargée de sens. On ne crée pas pour créer. On crée pour susciter la réflexion mondiale. Mandela n'appartient pas à l'Afrique, encore moins à l'Afrique du Sud seulement. Mandela, c'est plus que Nehru, c'est plus que Gandhi. C'est autant. Voilà.